Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Un nouveau live FAQ, et oui, deuxième partie, exceptionnelle partie. Je vous enregistre ça un peu à part du live parce que j'ai eu un gros problème pour commencer le live et donc il a commencé sur les chapeaux de roue directement, sans présentation, sans musique, sans introduction. Donc je fais cette partie un peu en différé. Je vous remercie d'être aussi nombreux, je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité. Merci beaucoup tout au long de ces années. Oh là là, je perds mon dentier tellement je suis vieux sur YouTube. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère que ces parties des FAQ vous plairont en attendant qu'on reprenne un peu le rythme du programme, qui sera, je pense, un rythme à peu près égal à ce que j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire un rythme réduit, un rythme ralenti. C'est ce que je souhaitais depuis des années. J'ai pu ralentir le rythme de mes publications et du coup je pense que nous allons aussi partir dans ce même sens cette année-ci. Il y aura moins de vidéos, mais il y aura toujours du contenu. Ne pensez pas que parce que je ne publie rien pendant 2 semaines qu'il n'y a absolument rien de prévu et qu'il n'y a absolument rien en préparation. C'est faux. Donc soyez patients, soyez résistants, soyez patients. Et vous verrez qu'il y aura des choses qui arriveront et j'espère que ça vous plaira dans ce cas-là. Merci à vous et je vous laisse maintenant en ma compagnie, en live, le live d'il y a déjà quelques semaines pour la FAQ. Alors, c'est une question très simple, mais elle est très pénible parce qu'elle m'a demandé de faire un peu de réflexion. Bon, je n'ai pas réfléchi 107 ans aussi. C'est une question sur Facebook qui m'a été posée par Maxime Salé. Il m'a demandé quel serait ton top 10 de la décennie 2010. La première chose, c'est que il me précise un par année. Donc il faut que je choisisse un film par an, de 2010 à 2019. Et après, de classer ces films que j'aurais choisis par année dans un top 10. C'est comme ça que je l'ai compris. Je vais m'exécuter, même si je n'aime pas l'idée en elle-même. Et je fais une petite liste de quelques films qui ont en tout cas ma sympathie, ou en tout cas qui ont suscité mon intérêt lors des différentes années. C'est juste quelques films, hein. C'est pas toute une liste. Hein. Il y a plein de films très très bien, très sympas pendant certaines années, plus que pour certaines autres. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même beaucoup de grosses productions et qui ont su avoir mon intérêt tous les 2-3 ans. En 2010, je vais commencer. En 2010, il y a eu Enter the Void. Alors, j'ai fait par rapport à certaines dates. Alors, des fois, c'est à cheval entre les dates anglaises et les dates françaises. Bon, excusez-moi si c'est pas exactement les dates de sortie. Il y a eu Enter the Void, il y a eu Dragon, il y a eu Shutter Island, Buried, avec Ryan Reynolds dans un cercueil. Mais il y a un film, bien sûr, qui a mon intérêt tout particulier, c'est Inception. C'est Inception que je choisis pour représenter l'année 2010. Ensuite, en 2011, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Drive, il y a eu Tree of Life, il y a eu Rango, Shame, le remake de Millennium, Killer Joe, Kung Fu Panda 2. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes de 2011. J'ai beaucoup hésité sur Rango. J'étais vraiment sur le point de mettre Rango et au final, je me suis dit, s'il y a peut-être quelque chose qui m'a surpris, qui m'a vraiment donné un intérêt de savourer le film, eh bien c'est le remake de Millennium par David Fincher. Tout le monde s'en fout de ce remake, mais alors moi, il m'a scotché. Je l'ai beaucoup plus apprécié que l'original. Donc moi, je choisis le Millennium comme le représentant de 2011. Ensuite, 2012, c'était l'année la plus massive de la décennie. Il y avait tout. Tout simplement, il y avait du Alien, il y avait un James Bond, il y avait du Batman, il y avait Avengers, le premier, c'était tout, c'était fou 2012. Il y avait Skyfall, Argo, Clo-Clo, aussi un très très bon film français, Chronicle, Amour, attendez que je ne confonde pas avec la liste juste en dessous. Il y a eu Amour, The Impossible, Cloud Atlas. Il y a eu vraiment de très très gros films en 2012. De très beaux films aussi. Amour, c'est quand même un film qui est assez bouleversant. Mais je choisis un film qui m'a vraiment bouleversé. C'est The Impossible, Ronnie Antonio Bayona.
Ça, alors là, on tire les mouchoirs, on y va. Le film est super beau, le film fait mal, aussi bien physiquement que moralement. Très réussi, donc je choisis The Impossible pour représenter l'année 2012. 2013, vraiment d'assez bonne qualité, il y avait de belles choses, Gravity, Captain Phillips, Man of Steel, Le Hobbit numéro 2, que j'ai beaucoup plus apprécié que le premier, le Conjuring, The Grand Master de Wong Kar-wai, que j'ai beaucoup aimé, mais je choisis Captain Phillips. J'en avais déjà longuement parlé et j'en avais reparlé encore pendant le Movie Quest, que pour moi Captain Phillips c'est un peu la représentant de la caméra portée chez Greengrass pour le cinéma général justement de la caméra portée, le mieux qu'on puisse faire. En 2014, il y avait Whiplash, La planète des singes, le deuxième, Age of Tomorrow, il y a eu Lego, il y a eu Spider-Man, Le destin d'un héros, là, le The Amazing Spider-Man 2. Et bien pour moi, sur l'impression générale, ça a hésité entre Whiplash et Interstellar, mais je crois que je vais prendre Interstellar. Parce que j'ai envie de mieux me souvenir en fait de cette relation entre le père et sa fille que juste une violence d'un maître et d'un élève. Donc même si Whiplash était vraiment fait de main de maître, je vais préférer Interstellar pour l'émotion, la rare émotion dans un cinéma de Christopher Nolan qui nous donne. Et oui, je préfère Interstellar pour son côté imprévisible au bout d'un moment. Et les tentatives de Nolan d'essayer de donner un peu plus de tenue. J'ai vu les Astérix en 2014, sauf que moi je m'en fous en fait des versions de Astier. C'était sympa, mais pour moi ça vaut pas les quelques films que j'ai cités. En 2015, bon, on peut dire Mad Max tout de suite, hein, comme ça l'affaire est réglée, mais il y avait aussi Vice Versa, il y avait Spectre, il y avait Le Fils de Saul qui est intéressant, il y avait Chappie, Shaun le Mouton, Tomorrowland, Night of Cups, il y avait beaucoup de films très intéressants. Donc là vous voyez par rapport à 2012, en 2015 il y avait une espèce de cap très important avec beaucoup de films très attendus et qui ont bonne cote. 2016 c'était La Vache Maigre, Warcraft, Dofus, La La Land, bon j'ai pas trop aimé La La Land, hein, comme vous le savez, The Neon Demon, Le Garçon à la Bête, ça c'était très réussi, Le Garçon à la Bête. Mais moi, en 2016, au début de l'année 2016, j'ai vu un film que je trouvais singulier. C'est The Revenant. Je sais bien qu'il y avait un film dans les années, je crois, 60, qui est typiquement le film dont ça a été pompé, The Revenant, mais il y a une ambiance assez délicieuse dans le film de Inarritu, avec le DiCaprio. J'ai presque envie de le revoir en fait, The Revenant, maintenant que j'y pense. J'ai envie de ressentir cette ambiance d'agonie de ce personnage et cette contrée sauvage. J'ai envie de revenir voir The Revenant. Et c'est pour ça que je le garde, The Revenant, dans la représentation. Le film qui me donne envie de replonger en 2016, ce sera The Revenant. En 2017, il y a eu Logan, Au revoir là-haut, Wonder Woman, Alien Covenant, Mother, qui est très intéressant, Mother, Silence, Track à Boston aussi, que j'avais bien aimé, Track à Boston. Silence c'était très bon, et je l'ai souligné, tout comme pour l'année précédente, Le Garçon et la Bête, mais j'ai vraiment hésité, mais Silence m'a ennuyé, même si j'ai trouvé le film brillant, mais il m'a ennuyé. Et Mother me provoque trop de violence en fait pour que je le considère. Et donc j'ai préféré que Dunkerque. Ça paraît évident. Vous savez que je suis un vendu à Nolan. Je le défendrai jusqu'à ce qu'il fasse une fausse note. En tout cas une fausse note pour moi. Pour certains la fausse note elle est déjà passée avec The Dark Knight Rises. Bon, moi ça va encore. C'est pas un film que... j'aurais pu me dire en 2013, oh là là il y a eu The Dark Knight Rises. Je l'ai pas évoqué. Donc voilà. Donc pour moi Dunkerque pour 2017. 2018 il y a eu Mission Impossible Fallout, Ready Player One, Hérédité, Climax que j'ai vu entre temps, La Forme de l'eau, Marie et la fleur de la sorcière, c'est un très beau film japonais, en animation, mais il y a un truc qui m'a choqué,
c'est un film d'animation qui était complètement fou et qui avait une telle énergie et en même temps de l'émotion et une espèce d'envie de me montrer tout en un seul film qui est presque, il se fait dévorer par son ambition. C'est Spider-Man Into the Spider-Verse. On dirait que c'était un film qui n'avait aucune limite. Il a réussi même à me provoquer des émotions à la fin. Avec le Caïd, c'est quand même incroyable. Et ça, je remercie ces créateurs pour avoir fait une animation folle, qui sort un peu de l'ambition de base, et une énergie incroyable, qu'il y a tellement de choses dans le film qu'il faut assimiler. Moi, ça m'a donné vraiment... ça m'a donné l'impulsion et l'énergie nécessaire pour vraiment apprécier le film du début à la fin. Du début à la fin, j'étais vraiment dans le film. Pour moi, j'ai retrouvé l'énergie que je voyais dans Lego. Lego, le film, qui était aussi un film de 2014. Et donc pour moi, en 2018, vraiment, Spider-Man Into the Spider-Verse tient le haut du pavé. Autant Mission Impossible Fallout, la scène de fin, elle est superbe, mais bon, il y a des choses qui m'ont pas plu dans le film. Spider-Man Into the Spider-Verse, c'était vraiment... c'était un film d'animation exceptionnel. Et qui sort un petit peu de convention de studio. Surtout de convention visuelle. Et Hérédité, autant les 40 dernières minutes, c'est très intéressant, c'est super bien amené, ça fout les chocottes, mais le début, j'ai pas trop aimé. J'ai eu du mal à rentrer dedans, en fait. Et pour revenir sur Lego, le premier Lego épousait totalement la cause Lego, c'est-à-dire suivre le plan ou construire tes propres choses. Et moi qui ai joué au Lego pendant 10 ans, je retrouvais tout à fait l'idée, en fait, de suivre les instructions ou de construire ce qu'on veut. Et cette dynamique, en fait, qui peut casser, en fait, des amitiés ou rendre vraiment la personne qui construit indécis. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Lego. Et en 2019, le problème, c'est que j'ai pas vu grand-chose de 2019. En tout cas, des choses médiatisées. Et surtout, j'ai pas vu grand-chose qui m'a plu. Il y a des choses qui sont très bien. Par exemple, Alita Battle Angel, je trouve que c'est une très bonne tentative. Que Joker, c'est intéressant, mais ça fait pas tout. Surtout quand on reprend 2 films de Scorsese pour en faire qu'un. Spider-Verse, c'était 2019 plutôt. Bah, ça dépend de où tu le prends. Si tu le prends des États-Unis ou de France. Je sais même plus quand il était sorti. Donc, mais moi, c'était 2018. Hein. C'est-à-dire qu'il est sorti aux États-Unis en 2018. Il est peut-être sorti en 2019 chez nous, mais... Bon, c'est pour ça que je vous ai dit au départ de la question qu'il peut y avoir des ratés entre les films qui sortent l'année précédente aux États-Unis et l'année suivante en France. C'est le cas de The Revenant. The Revenant, il est sorti en 2015 aux États-Unis, mais il est sorti en hiver 2016 chez nous. Donc bon, moi c'est compliqué de juger le moment où je l'ai vu ou la première sortie américaine. Surtout que des fois, les sites, ils sont même pas d'accord entre eux. Donc je suis désolé hein, si ça crée des confusions, mais bon, voilà. Je vais pas refaire mon listing. Hein. Finalement, Joker, je trouve pas que ce soit le film de l'année. Parasite. Dans l'absolu, j'adhère, pas avec la violence qu'il évoque, mais j'adhère un peu aux propos de Durandal quand il dit que ça pourrait être fait par des Français, une comédie avec Christian Clavier et tout ça. C'est sympa, c'est bien fait, les acteurs sont bien, mais je n'y attache pas plus d'intérêt. Vice, c'était intéressant, mais finalement, mis à part la performance de l'acteur, montrer que c'est un odieux personnage, je n'ai pas trouvé le film plus intéressant que ça. Mais l'acteur est vraiment bien. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vus. J'ai vu Ad Astra. J'avais vu que... Voilà, Damien, tu m'en avais parlé. Ad Astra. Là, tu m'as évoqué qu'est-ce que tu as pensé sûrement d'Ad Astra. Je trouvais que c'était bien, mais je pensais que ça allait beaucoup plus me toucher la relation entre le père et le fils. Et il n'y a rien eu. Et j'étais très déçu, du coup. J'étais très déçu de l'émotion absente du film. Pour moi, bien sûr. Surtout que je l'ai vu avec mon père. Donc finalement, le film qui m'a donné comment je pourrais dire, le plus d'impression, d'ambiance qui me reste, avec quelques moments que j'ai vraiment aimé, c'est Midsommar, que j'avais vu en salle. C'est franchement juste parce que j'ai pas tout vu. Je suis sûr qu'il y a des meilleurs films que Midsommar qui me feront bien plus plaisir. Mais sur les films que j'ai vus,
Il n'y aura que Midsommar pour 2019. Ce qui fait que, là j'ai fait la première partie de la question, la deuxième partie c'est faire un top 10. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais découpé 10 petits morceaux de feuilles, j'avais inscrit les noms et j'ai commencé à tout mettre dans les différentes positions. Ce qu'il en a résulté, c'est plutôt évident en plus. Top 10 donc, numéro 10 Midsommar, numéro 9 Millennium, numéro 8 Dunkerque, numéro 7 Revenant, numéro 6 Interstellar, numéro 5 Inception, numéro 4 Captain Phillips, numéro 3 Spider-Man Into the Spider-Verse, numéro 2 The Impossible, parce que The Impossible, je peux vous dire que The Impossible, à la fin, quand ils retrouvent les enfants, oh là là, c'est parti le mouchoir. Et même il y a un moment où il y a Ewan McGregor qui vraiment, il est mal, et on lui passe un téléphone. Quand il parle au téléphone, c'est parti. Allez, le mouchoir. Et vraiment, mais vraiment. The Impossible, c'est vraiment, c'est tire-larme, vous savez. Mais vraiment, ça a beaucoup fonctionné avec moi. Et bien sûr, le numéro 1, bon, voilà, c'est tout. Voilà, bon. J'ai même pas besoin de dire le titre. Voilà. Vroom, les moteurs. Mais le problème, et c'est ce que je voulais dire finalement au début de la FAQ, de cette partie, c'est que quand on voit toutes ces années, et tous les films qui sont passés ces années, eh bien je me suis rendu compte que je ne vois rien du tout. Que j'ai d'immenses lacunes, et que c'est très frustrant, et que je pourrais rien y faire parce que le temps continue d'avancer. Et c'est là où moi je suis très triste de ma cinéphilie. Je ne suis pas très ouvert, je me rends compte, ça se voit en fait. Même ne serait-ce que sur les films que je vous évoquais là. Je suis trop mainstream. Après, moi je vous le dis, par rapport à d'autres qui... oh là là, oh j'ai vu machin, oh vous savez je connais Tarkovsky, c'est bon, je suis pas que mainstream. Non mais attendez, pitié. Quand on regarde un petit peu les titres comme ça qui sortent, voilà par exemple 100 titres sur l'année, on se rend compte qu'on est, mais une merde en visionnage de films. Et finalement, sur les films qui nous marquent, t'as pas retenu du tout Social Network? Non, moi je trouve que Millennium c'est bien supérieur. C'est bien fait. Encore une fois, il y a beaucoup de qualité. Mais pour moi, je préfère largement Millennium. Pour l'enquête policière, pour le jeu d'acteur qui m'a beaucoup plus plu. René Marin, voilà, René Marin, voilà, bon. Et surtout, le décalage que j'ai eu entre la version originale que je n'ai pas vraiment aimée et cette version-ci qui m'a beaucoup plus intéressé à l'histoire. Et là, c'est aussi le talent, du coup, de Fincher que j'ai retrouvé et le film m'a plus plu et j'ai plus envie de le revoir que Social Network. Et ça joue, en fait, sur la réception. Quand on te demande de reparler de 10 ans de cinéma, tu gardes les films qui te marquent, les films que tu as envie de revoir. Et The Social Network, c'est pas un film que j'ai envie de revoir. J'ai rien contre lui, mais j'ai juste pas envie. Je m'en fous, en fait. Il me donne pas l'intérêt de le revoir. Millennium, si. Parce que des actrices me plaisent, parce que l'intrigue me plaît, parce qu'il y a ce James Bond là qui tout d'un coup fait un film avec Fincher qui me fascine, parce que la mise en scène me plaît plus, parce que les personnages me plaisent plus, parce que la mise en scène Captain Phillips, parce que l'émotion The Impossible, parce que l'ambiance générale de The Revenant, parce que un mec de quasiment 80 ans fait un film complètement furieux sur des fous en bagnole dans Fury Road. Vous savez, tout ça... quand on revient sur des décennies, il n'y a plus que les souvenirs de plaisir aussi de cinéma. Alors malheureusement ce sont des plaisirs liés à des films bien mainstream et j'en suis désolé pour peut-être les gens qui souhaitaient tout d'un coup que je dise le livre d'images, top film 2019. Mais malheureusement je ne l'ai pas vu et je suis pas sûr de pouvoir l'apprécier parce que j'ai pas eu les bonnes portes d'entrée pour apprécier un Godard, parce que là si je regarde le livre d'images je vais rien comprendre et je vais pas aimer, mais parce que je n'ai pas suivi Godard tout au long de ces années et voir son style évoluer jusqu'à une forme qui est le livre d'images. Donc en fait il faudrait que je refasse tout Godard pour comprendre en fait là où il en est maintenant, et ça c'est le cas pour plein de réalisateurs. Ça sert à rien de voir la fin du wagon. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de voir la locomotive tout au bout du rail. Il faut voir les wagons, les tout derniers wagons et arriver jusqu'à la locomotive. Il faut être conscient de ces lacunes, les accepter et ne pas hésiter à en parler et demander aux gens quelles seraient les portes d'entrée pour rentrer dans la filmographie d'un cinéaste, du mieux qu'il soit, pour quelqu'un qui est le plus lacunaire. Typiquement, pour moi, Godard, j'ai vu les quelques films importants des années 60. Mais tout ce qu'il a fait dans les années 70, 80, 90, 2000 et 2010,
j'ai rien vu. Donc je peux pas dire que je connais Godard. Et je ne peux, dans l'absolu, pas du tout me prononcer sur Godard. Ce serait orgueilleux, prétentieux, déplacé. Et ça, c'est pour beaucoup de cinéastes. Les gens qui sont morts, c'est plutôt facile. On peut évoquer l'entièreté de la filmographie, si on l'a vu. Mais ceux qui sont encore vivants, qui continuent encore à produire, avoir une pensée, et celle de Godard, elle est quand même compliquée. Moi, je peux pas évoquer comme ça. C'est trop compliqué. Hein. As-tu vu les livres Millennium ? Non. Mais je sais pas si, après avoir vu les films, j'aurais envie de les lire. Alors que Le Prestige, je l'ai lu après avoir vu le film. Et pour le coup, je trouve ça admirable, le travail qu'ils ont fait. Donc voilà, ça c'était la question de Maxime Salé. C'est une question qui... Autant je suis vraiment pas friand du tout de Top, mais je voulais bien me livrer à l'exercice parce que c'était un petit peu différent. Enfin, ça me permettait d'évoquer plus de choses en fait. On va maintenant passer à la première question de Damien, qui m'avait envoyé une vidéo de Dirty Tommy, qui est une chaîne YouTube qui parle de cinéma. Il m'a envoyé une vidéo sur Dirty Tommy qui réagit à un post sur Twitter qui disait que on pourrait couper The Irishman en 3 ou 4 parties pour faire dans un style de mini-série. Et donc, je suppose que tu souhaites peut-être un peu mon avis sur ce qui est dit. Je peux donner mon avis rapidement sur Irishman à côté. Je pense que j'en parlerai en vidéo, mais il faudra attendre. The Irishman, je vais donner un avis rapide. Hein. C'est comme si vous aviez... Pour moi, c'est comme si j'avais le film Les Affranchis, mais fait par un vieux, avec des vieux qui ont des peaux de jeunes. En gros, le film, c'est La Momie, au pays des gangsters. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Du coup, c'est très lent. Ça dure 3h30. Hein. C'est très lent. Il ne se passe pas tant de choses que ça. J'ai l'impression qu'ils sont tous vieux et ils font les jeunes et ça marche pas parce que ça se voit. Il y a plein de moments qui sont très mal gérés au montage. Mais vraiment, il y a une façon de monter vieillotte. Et des fois, ça marche carrément pas. À cause des acteurs, à cause des plans qu'ils ont choisis et à cause des coupes. Et on peut toujours se dire que oui, c'est les souvenirs de la personne qui raconte, donc forcément ça se mélange. Oui, on peut toujours sauver le film comme ça, mais on peut aussi ne pas le sauver le film comme ça, parce que c'est un peu facile de le penser comme ça. Surtout quand la personne qui se souvient n'est pas dans la pièce, où les problèmes de raccord se passent. Ceci étant dit, il y a toujours un amour de Scorsese pour ces personnages de truands, même si Hoffa est présenté comme de la merde. Le premier plan de Pacino, pas du tout mis en valeur, il meurt en hors-champ comme une merde. Moi j'en ai rien à foutre. De toute façon, il y a déjà eu un film sur Hoffa avec Jack Nicholson. Et c'est un personnage réel qui a une fin tragique. Donc c'est pas comme si je vous spoilais un personnage de fiction. C'est un personnage réel, qui a une histoire réelle et qui a disparu réellement. On suppose bien sûr qu'il a été tué. Donc ça paraît évident. Donc ne venez pas me dire au spoiler. En plus, bon, oh là là, il va mourir. On s'en retape, quoi. C'est même pas le sujet du film. Al Pacino, je trouve, le personnage est traîné dans un bout. Al Pacino n'est pas traîné dans un bout, mais pas loin. C'est un peu calamiteux. Il y a un vrai amour de Scorsese pour De Niro, ça se voit. C'est vraiment un personnage qu'il adore, il y a un acteur qu'il adore. Et Joe Pesci, tu sens qu'il est vieux, et il ne bouge quasiment plus. Et les quelques moments où on le voit se traîner, c'est un peu pitoyable. Donc moi je n'ai pas trop aimé de façon générale, mais au moins j'apprécie la façon de raconter les films de gangsters chez lui. Et il y a une petite patte dans la façon de monter des séquences avec la voix off qui marche toujours assez, mais c'est trop gros, je trouve, pour ça. Rien que toute l'histoire entre les gangsters suffisait, et tout d'un coup il y a Hoffa qui débarque et ça te relance presque un deuxième film. Je trouve ça empoulé, il y a des petits détails des fois comme des déchets qui ne savaient pas quoi faire au montage avec, donc ils ont fait un truc et il n'y a pas de suivi de certaines de ces idées. Et ça a l'air un peu testamentaire cette affaire. En tout cas, vis-à-vis de sa vision et de ses affaires avec les films de gangsters. Donc moi, je vois ça pas d'une bonne chose. Ça coûtait très cher, mais ça se voit pas du tout.
mais je pense que c'est dans l'idée d'avoir beaucoup de décors, d'avoir tous ces effets numériques sur le visage qui ont coûté très cher, mais en lui-même, le film ne montre pas son argent. Ça peut être une bonne qualité, c'est vrai, mais des fois, on aime que ça soit un peu ostentatoire quand on parle d'un budget de plus de 150 millions pour juste des vieux qui déambulent en jeunes, c'est chaud quoi. C'est quand même chaud. Et il y a beaucoup d'effets de caméra avec des plans qui durent un peu plus longtemps que la moyenne, avec une certaine logistique qui est impressionnante, et c'est là où l'argent est déballé, mais faut-il encore pouvoir en apprécier l'émotion, parce que dans ce film il y a très peu d'émotion. Un Coppola ou un Sergio Leone, quand ils font Le Parrain ou Il était une fois en Amérique, ce sont des gens, je trouve, qui posent très bien l'émotion. Scorsese, que ça soit Casino et je parle d'émotion, vous savez, la tristesse, pleurer pour un personnage, angoisser pour le destin d'un personnage, je trouve que Scorsese n'y est pas arrivé avec ce film. Et pourtant, il y a un moment où ça aurait pu très très bien marcher, quand ils sont dans une soirée pour féliciter Frank Sheeran de ses services, et finalement il va être décoré par Hoffa. Hoffa, finalement, il met un peu, il se confronte un peu à la pègre, et la pègre, ils disent à Franck, lui, en fait, on va le zigouiller hein, si t'arrives pas à le faire redescendre sur terre, quoi. Et il y a De Niro qui dit, ah, mais tu sais, j'essaye de lui parler, vraiment, j'essaye de lui parler, tu sais. Mais c'est pas facile, j'essaye. Et derrière, il y a une espèce de personne qui chante comme ça, une espèce d'air un peu mélodramatique. Et la scène, elle est là pour créer l'émotion de cet homme qui a envie que son ami vive. Mais il y a un truc qui marche pas dans cette scène. Je sais pas, c'est peut-être les dialogues, c'est peut-être la façon dont c'est filmé. Parce que le son est bon, tu sens que De Niro veut créer de l'émotion, mais il y a un problème de regard qui se fait pas. Il y a quelque chose qui manque dans cette scène pour qu'elle m'emporte. Parce que typiquement là, ça aurait été la scène qui m'aurait touché. De même que juste avant que Hoffa se fasse descendre, il y avait des cartes à jouer sur l'émotion de De Niro, parce que c'est lui qui allait s'en occuper. Il y avait une carte à jouer sur l'émotion du personnage, et la carte de l'émotion, Scorsese ne l'a pas pioché. Parce qu'il y avait des angles de caméra qu'il aurait pu prendre pour montrer De Niro en larmes, alors qu'il se trouve derrière lui, derrière Hoffa qui arrive à la maison. Voilà, là il y avait des choses à faire pour montrer l'émotion qu'il va s'occuper de son pote, quoi. Il va peindre une maison, et ben non, il le fait pas. Donc quand ils se prennent dans les bras dans la voiture, je me dis il faut un plan sur De Niro, il faut à ce moment-là un plan sur De Niro. Bah non, il y en a pas. Et je me dis mais putain, il a la tête où ? Il faut l'émotion à ce moment-là, un petit peu. Au moins un plan sur toute la séquence. Elle dure, le setup du meurtre d'Hoffa, ça dure une éternité. Je trouve qu'à ce moment-là, il fallait jouer l'émotion, il fallait pas jouer la tension de ce qui allait se passer. Et le truc est tellement setup, tellement énorme que c'est évident que ça va se passer. C'est juste la façon dont les événements se dégoupillent, on sait pas exactement, mais on sait que ça va se passer. Et là, moi, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, moi, il y a beaucoup de trucs qui m'ont froissé dans le film. Je suis un peu désolé de voir le film comme ça, dans cet état. Comme un vieux pépé dans un fauteuil. C'est l'image de la fin du film, qui laisse la porte entrouverte au cas où s'il y a quelqu'un qui voudrait bien aller regarder le film, de regarder De Niro. Vous voyez, c'est l'impression du film en fait, à la fin. Parce que j'ai vu Les Affranchis tout récemment, je l'ai revu. Et Les Affranchis a plus d'énergie en fait. Et là, cette énergie elle est diluée, mais comme de la peinture à l'eau. Hein. On a mis trop d'eau et la peinture elle a du mal à s'affirmer sur la toile. Tant mieux si pour toi Damien, Al Pacino, ça a été un vrai régal. L'amitié marchait dans le film entre De Niro et Al Pacino. Bah, moi je trouvais pas à ce point là. Je trouvais qu'il manquait des scènes en fait. Oui, Pesci tout en retenue, en même temps il avait pas le choix. Hein. Le mec il avait plus tourné depuis longtemps, en tout cas à cette échelle là. Le mec est vieux. Il allait pas commencer à tabasser des gens. Tu vois très bien que le mec il est au bout du rouleau. Donc moi je le voyais pas autrement que comme ça en fait. Mais par contre je le voyais pas aussi présent. Ça c'est peut-être ma surprise, mais bon quand un film fait 3h30, forcément. Après un petit débriefing sur The Irishman, qu'est-ce que évoque Dirty Tommy ? Le fait qu'il y ait quelqu'un sur Twitter qui a décidé de découper le film en plusieurs parties pour donner l'idée d'une mini-série pour que les gens puissent arriver à regarder le film en entier. Bon, c'est un principe louable pour les jeunes générations qui n'ont aucune endurance, mais voilà,
taxer le film de trop long, j'ai envie de dire, pauvre chéri, encore un mec qui n'a jamais regardé de film indien, parce que les films indiens, ce sont des comédies musicales de plus de 3 heures. Hein. Donc, encore une fois, mini-série, mais attendez, dans ce cas-là, où allait la mini-série Ben-Hur, la mini-série Cléopâtre, King Kong, Les Portes du Paradis, Apocalypse Now, La Ligne Verte, Titanic, Malcolm X, La Brute et le Truand, Casino, pourquoi ils font pas des mini-séries de ces films-là ? Faut arrêter de déconner, c'est ridicule. C'est parce que les gens n'ont plus d'endurance devant les écrans, parce que les gens se disséminent, les gens ne sont plus habitués à regarder 2h20 de film. C'est un problème de spectateur, c'est pas un problème de plateforme, c'est pas un problème du réalisateur, c'est un problème de spectateur. Moi, je dois bien vous avouer aussi que je l'ai coupé le film en deux. Donc, j'ai regardé un soir une partie, et j'ai arrêté à un endroit où ça me semblait correct, et le lendemain matin, j'ai regardé avec le petit déjeuner l'autre partie. Dans l'absolu, c'était pas bien. Mais je sais le reconnaître. Je suis pas en train de me vanter sur Twitter. Oh, regardez, vous pouvez le découper à ce niveau-là, et après vous pouvez faire en 2 parties, ou en 4 parties, ou en 16 parties. C'est ridicule ça. Je trouve ça scandaleux de penser comme ça de base. Hein. Et c'est là où je suis d'accord avec Dirty Tommy, c'est que le temps apporte quelque chose dans le déroulé de l'action. Je dois bien vous avouer que à la fin de Il était une fois en Amérique, il y a 2 moments qui sont absolument déchirants et c'était très très dur pour moi de me retenir. Hein. Moi, j'ai versé pas mal de larmichettes alors que j'étais au boulot, hein, donc je vais un peu me cacher de mes collègues, mais j'ai versé pas mal de larmes quand De Niro ne souhaite pas sortir par l'entrée de service et il souhaite sortir par l'entrée normale de son cabinet là, d'artiste ou je sais plus quoi. Non, il allait voir, voilà c'est ça. Il allait voir la femme qu'il aimait à l'époque et voilà, il l'a vu un petit peu changer et la femme lui dit de pas passer par cette porte parce qu'il y avait son fils. Donc l'autre entrouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le fils de la femme et le problème c'est que le fils, il a plus les gènes de James Woods que les siens. Donc lui, il se rend compte qu'en fait son pire ennemi s'est marié ou en tout cas a eu un enfant avec cette femme. Et lui, il voit ça, il sait pas quoi faire. Et ce moment, il est déchirant. Et le deuxième moment qui est super déchirant, c'est quand il rencontre James Woods et qu'il est prêt à le tuer et il regarde ce flingue et il y a un long plan sur le regard de De Niro et là il y a tous les flashbacks de tout ce que tu as vu pendant 3 heures de film qui te revient dans la gueule et avec la musique et là c'est la durée du film qui te fait vivre l'émotion la plus intense. C'est ce que il arrivera à garder ses émotions et à ne pas tirer ou est-ce qu'il va dépasser cela et tirer et là c'est l'émotion les vannes sont ouvertes mais vraiment et ça c'est la durée de spectateur continu d'un film qui vraiment te fera provoquer la chose au maximum et ça quand tu le découpes en petits morceaux et que tu regardes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est dilué. Ça, si le film est super bien, donc que le découpage fonctionne bien et que tu as une bonne mémoire, ça passera. Mais ce sera amoindri. C'est comme la fin de... la fin, c'est pas vraiment la fin, mais c'est la fin de Ran de Kurosawa. Quand t'as le mec, son château a été brûlé, tous ses hommes ont été tués, le mec il est tout seul avec le fou dans la nature, et je crois qu'il rencontre un de ses fils, et il se met à cheval avec lui, et quelques temps plus tard, le fils il se prend une balle ou une flèche, il tombe à terre, et là t'as le père qui est mais au bout du rouleau, il est en train de lui parler, alors que le fils il est mort, hein. Il est en train de lui parler. Alors là, je vous fais des spoils à n'en plus finir, mais moi j'en ai rien à foutre. Il est en train de lui parler, vraiment de dire mais qu'est-ce que j'ai été con, pourquoi j'ai pas plus parlé avec mes enfants et tout ça. Et ce moment, il est absolument déchirant. Mais parce que vous avez eu 3 heures avant. Vous avez allé 2h40 avant ce moment-là. Donc oui, le temps apporte quelque chose dans le déroulé. Le temps du visionnage continu du film. Ça, c'est évident. Dirty Tommy dit le spectateur doit s'adapter au film contre le film qui doit s'adapter au spectateur. Là, je suis d'accord que le spectateur doit s'adapter à des... Déjà que le film en lui-même doit pas mal se retenir par rapport à des idées du spectateur, voilà, des cahiers des charges. Les productions ont quand même des cahiers des charges plus ou moins grands.
Donc ça, c'est le film doit s'adapter au spectateur, parce que tu peux pas proposer n'importe quoi au spectateur, à part justement d'être autofinancé, de gérer tout. Le spectateur, lui, doit accepter quelque chose pour regarder le film. Donc il doit s'adapter au film. Ce que je veux dire, c'est que le public ne pense que le cinéma de manière purement factuelle, d'où notamment la peur du spoil. Il ne voit que les événements et pas l'émotionnel et l'intellect. Oh, si, je pense qu'ils peuvent le voir, mais il faut juste faire un petit travail sur soi. Et puis, la mécanique du spoil et l'idée de spoil, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Un moment, je pense, et tu seras bien sûr convié si tu veux venir, hein, bien sûr, carrément en vocal, hein, si tu veux, je parlerai du spoil. Je commenterai un peu le spoil, l'idée de spoil. Et bien sûr, je vous spoilerai des films. Hein. Cela va sans dire. En fait, je voudrais essayer de me poser des questions sur l'idée de spoil et qu'est-ce que c'est que ce mot en fait, et qu'est-ce que c'est que cette manie d'être froissé, de se sentir vexé, on m'a spoilé l'effet papillon, mais je l'ai toujours pas vu et j'ai oublié ce que c'était que le spoil de ce film. Donc, encore une fois, on peut me le dire très bien pour appuyer par exemple un exemple que j'ai pas vu, mais bon bref. Mais moi c'est pas grave en fait. Parce que j'ai fait un travail sur moi, parce que j'ai vu beaucoup de films, donc il y a très peu de scénarios qui vont vraiment me foutre une... Waouh, je l'avais pas vu venir. Et même, c'est pas trop grave en fait. Si le film n'a que son retournement pour qualité, c'est que c'est pas un bon film. Mais je pense que justement, si on coupe The Irishman en petits morceaux, on se coupe des quelques fragments d'émotion que le film peut nous procurer. Et ça, c'est un problème, mesdames et messieurs. Je sais pas pourquoi je prends l'accent allemand. Peut-être parce que Netflix, c'est un peu des nazis. C'est un petit peu des nazis. Et ça en revient à ce que tu m'avais évoqué, Damien. C'était concernant que Netflix ne tuait pas le cinéma, bien au contraire. Ah bah moi je dirais que si, Netflix tue le cinéma en refaisant les films pour leur publication, en coupant des scènes de films français pour leur publication, en refaisant carrément des éléments visuels de certains films aussi. En refaisant le cadrage d'un film, en faisant des VF à des films qui n'en avaient jamais. Merci pour Monty Python, putain de Netflix. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Moi, j'ai pas une liste exhaustive, mais je pense que tu peux la trouver, la liste exhaustive de Damien. Donc moi, je vois ça un peu comme une espèce d'entourloupe. On croit que Netflix, ça va sauver des cinéastes et tout ça, mais attends un peu qu'ils se restructurent un petit peu. Netflix, ça va être exactement comme les grands studios, hein, et ce sera guère mieux, hein. C'est même pire, parce que ça noie littéralement des petites œuvres intéressantes sous une poubelle de merde, au point que les gens ont besoin d'autres sites pour pouvoir trouver éventuellement leur bonheur. Netflix ne s'occupe même pas du bien-être de leurs consommateurs. Il y a tellement de merde, parce qu'ils jouent plus sur la quantité par rapport à OCS ou Amazon. Ils jouent tellement plus sur la quantité. En termes de statistiques, c'est le cas. Hein. Ils jouent tellement plus sur la quantité qu'il y a plein de trucs qui sont bien, mais qui sont noyés sous la merde. Mais Netflix, il compte sur ça. Et ça, ça tue en tout cas le cinéma d'après-salle. Hein. Le cinéma d'après-salle, ça se bat entre les différentes plateformes de... Non, je chipote pas. Sur la longue durée, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Là, on a quelques petits exemples isolés évoqués lors d'articles de films remontés, de films coupés à certains, mais ça va être de plus en plus régulier. Alors t'as des films qui vont aller chez Netflix, ah non on va pas diffuser ça, comme si Netflix avait une ligne éditoriale, et c'est le cas. Bah, du coup le film il va faire tout un circuit de plateformes de vidéos, et si personne ne veut le diffuser, bah, il sera mort, et on le verra plus jamais, parce que le film n'aura pas d'argent pour proposer des ventes de DVD, tout ça. Sur la longue durée, ce sera comme ça que ça se passera. Mais Netflix a une ligne éditoriale, j'en suis certain. Sauf qu'ils ne nous la dévoilent pas, ce serait trop dur. La Reine des Neiges, qu'est-ce que vous allez voir vous aussi? Pour moi, Netflix c'est guère plus qu'un studio. Hein. Le problème c'est que c'est un studio qui a les 3 pouvoirs. Et ça avait été normalement banni par la loi antitrust de 1948. Hein. Avant, les studios de cinéma avaient, ou en tout cas avaient des alliances, ou avaient carrément des chaînes de diffusion de cinéma, donc des exploitants,
qui travaillaient pour la Fox ou pour la RKO ou pour la Warner. Ce n'est plus le cas à partir de 1948. Là, en fait, on revient à ça. Hein. Donc, moi, je vois pas ça d'un bon oeil. Hein. S'il y a eu la loi antitrust en 1948, c'est que ça devait être nécessaire. Là, on revient sur une hégémonie totale et sur des films qui sont complètement contrôlés de A à Z littéralement par une seule boîte. Donc, moi, je trouve ça préoccupant. En plus, justement, de toute cette merde qu'on nous livre, il faut nager dedans et essayer de trouver les choses bien, mais il y a tellement de merde qui ne sont, bien sûr, les meilleures choses ne sont jamais mises en valeur. Bien sûr, oh là là, on préfère vendre la comédie de Noël de merde avec Emilia Clarke que sûrement des très beaux documentaires qui sortent en même temps. Oh là là. Et puis, hein, tu te dis, ce mois-ci, il y a un super film sur, je sais pas quoi, un super documentaire sur Ray Charles. Je dis ça au hasard. Mais il se trouve que voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ta vie et que t'as pas le temps de le voir ce mois-ci, et que le mois suivant, le film il est retiré. Ah! Parce que moi, quand j'ai appris que d'un mois à un autre, ou de semaine à un autre, bah t'as des films qui partent et des films qui viennent, moi je trouve ça compliqué parce que tu t'abonnes à Netflix pour un catalogue et le catalogue il arrête pas de changer. Alors merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je trouve ça, moi je suis pas en train de foutre des... quand j'ai une bibliothèque de livres ou de DVD, je suis pas en train de foutre des DVD à la poubelle, d'en mettre à la place. Hein. Non, j'ai une bibliothèque qui ne fait que s'agrandir, mais dont je vire pas des films. Je trouve ça complètement débile. Donc encore une fois, ce sont des affaires de contrat, de films sur le marché et tout ça, ça je peux bien comprendre. Mais en attendant, ça rend la bibliothèque de choses intéressantes trop aléatoires. Et moi, je ne veux pas de ça. En plus, justement, d'un manque de qualité générale. Il joue sur la quantité, mais statistiquement parlant, la qualité, elle se trouve chez les concurrents, tout simplement. En termes de films notés, j'avais vu une vidéo qui répertoriait en statistiques les films mieux notés, les films les mieux notés, et il faisait après les listings par rapport au catalogue de Netflix, de OCS et de d'autres plateformes. Je ne saurais plus vous dire lesquelles, étant donné que je ne suis pas abonné à quoi que ce soit, donc c'est difficile. Amazon, je crois aussi. Et il se trouve qu'Amazon et OCS s'en sortent très 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 bien. Même s'ils ont un catalogue plus petit, ils s'en sortent très bien en termes séries et cinéma par rapport à Netflix, qui est une grosse machine et qui englobe tout. Alors il y a beaucoup de choses, ok, très bien, mais il y a tellement de merde que finalement leur score et leurs statistiques en pourcentage, il n'est pas très bon. Et quand tu parles de la deuxième partie de ta phrase, quand on voit la politique frileuse des studios qui va à l'encontre des auteurs, en même temps, excuse-moi, mais demander à des acteurs qui ont entre 70 et 80 ans de jouer des personnes de 40 ans dans un film de 3 heures avec du lifting numérique qui n'est pas au point du tout, c'est difficile de faire avaler ça à un studio. Ça, je veux bien comprendre que ça a été un peu compliqué. C'est beaucoup plus facile de faire jouer des acteurs jeunes et de les grimer en vieux que de demander à des vieux de jouer des jeunes. Donc moi, je veux bien comprendre qu'il y a des studios qui n'ont pas voulu. Surtout que les derniers films de Scorsese, c'était pas forcément des gros succès. Je peux comprendre la démarche de studio. De même que Andy Serkis quand il fait le livre de la jungle, Mowgli. T'as eu un film Disney qui est sorti un peu avant. Le mec il s'est vu l'herbe coupée sous le pied. Alors que Mowgli c'était un film plus intéressant que le livre de la jungle. Voilà, les studios, excusez-moi, c'est trop dur de sortir exactement la même idée la même année. On vous lâche quoi. Et les studios sont frileux et ils doivent sécuriser le peu d'argent qu'ils peuvent obtenir. Donc je comprends la démarche des studios. C'est une attitude compréhensible. Ce n'est pas criminel. Bien sûr, si on se met du côté de l'auteur, oh là là, c'est criminel, ils veulent tuer mon film, oh là là. Mais non. Dans une logique de studio qui doit penser à énormément de choses et qui doit penser à l'avenir et pas seulement la diffusion d'un film, ils doivent faire des économies. Et comme ça, se lancer dans un projet aussi casse-gueule, de prime abord, c'est trop risqué. Et même pour les exploitants, un film de 3h30, c'est compliqué. Hein. Sur des trucs de vieux,
avec des acteurs vieux, pas en 3D, non, juste non. Donc je peux comprendre cette démarche de la part des studios, d'avoir lâché Scorsese. Moi j'ai vu beaucoup de jeunes auteurs et réalisateurs talentueux ayant été repêchés par ces plateformes. En prends-toi plutôt aux studios qui leur ferment la porte au nez. Oui, bien sûr, mais après il y a des raisons aussi pour la plateforme de prendre ces gens-là, mais ça ce n'est que temporaire. Quand Netflix verra qu'il y a aussi une limite à ce qu'ils peuvent offrir, ben là on verra qu'ils feront les mêmes erreurs que les studios. Faut même pas se douter de ça. Et encore, très bien, ils ont repêché les auteurs et réalisateurs par ces plateformes, mais tu parles pas des films qu'ils ont fait. Et je suis sûr qu'il y a certains films qui sont pas très intéressants ou qui sont juste anecdotiques, voire mauvais. Ça reste à voir. Moi, je n'ai pas encore vu tous ces films-là. Il y en a qui veulent tenter l'expérience. Moi, par exemple, Okja, je trouvais ça ridicule. Et difficilement émotionnellement parlant. Ça marche au son. Quand t'as le truc qui couine parce que t'as l'autre gros machin derrière qui l'encule, ok, ça marche au son. Mais ce genre de choses, c'est plutôt facile au son. Mais au visuel, ça c'est encore autre chose. C'est pour ça qu'on le voit à travers une espèce de caméra de portable et tout ça. Parce que visuellement, tu peux pas le montrer. Pas parce que ce sera insoutenable. C'est juste que ça se verra moche parce que ce sont des effets de synthèse de merde. Donc à un moment, les mecs qui jouent avec le feu de la synthèse, les moments qui sont insoutenables, ils ne les montrent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas le faire. Et c'est ces moments-là qui créent toute l'émotion pour la suite. Et même généralement, Okja, on s'en tape quoi. Le truc, c'est insignifiant. Enfin, les gens qui savent qu'il ne faut pas manger de la viande, ben, ils le savent. Les gens qui vont continuer à manger de la viande, c'est pas ce film qui va les faire arrêter. Hein. Oh là là. Donc je vois pas en fait l'intérêt du film, mis à part une petite farce fantaisiste, avec des gens qui jouent comme des clowns et ce gros pachyderme numérique. Je prends ça comme ça, Okja, s'il me vient en tête, mais je peux en prendre d'autres, hein, si vous voulez. Mackenzie, quand il fait Outlooking, le film est réaliste, c'est très bien, mais... comme je l'avais lu, Netflix a coupé des scènes. Hein. Donc, ok, Netflix, oh là là, il repêche des gens, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, oui, Netflix a coupé entre 20 et 40 minutes du film. Hein. Et des fois, c'est 20 ou 40 minutes que le film aurait bien eu besoin pour ne pas rusher trop les sentiments des gens. Hein. Donc, non, Netflix va se comporter comme des studios au bout d'un moment. Hein. Forcément. C'est juste dilué. Parce que Netflix, ça vient d'avoir son essor, ça a plein d'argent, ça a plein d'intérêt, ça a plein de médiatisation, mais t'inquiète pas que tout va se tasser au bout d'un moment, les mecs ils auront les yeux plus gros que le ventre, et ça va être juste de la merde au bout d'un moment. Rien que déjà les productions qui nous sortent, Bright, c'est un peu nul quand même. C'est sympa sur le coup, mais c'est un peu nul. Et le film de Michael Bay, c'est du même acabit, tu vois. Donc on en revient à ces gros films pour faire de la visibilité, mais qui ne valent pas un copec, quoi. Sur une longue durée, sur le coup c'est ok sympa, tu fais un clic et c'est tout. Tu ne feras plus jamais de clic sur ce film-là. On revient exactement au même système que les studios. La même chose. Encore une fois, t'as des choses qui sont intéressantes, mais il faut aller les chercher. Le documentaire sur la création de Man on the Moon, ça c'est un truc intéressant. Mais c'est noyé dans un truc, il faut que tu tapes directement le nom précisément pour tomber dessus. C'est quand même compliqué, hein. La plateforme ne nous aide pas. C'est pour ça qu'il faut des listings sur le côté, sur d'autres sites, pour savoir ce qu'il y a. Et nous, on a fait des tests avec un copain. On est allé chercher des films sur la plateforme, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est consternant. De là à refuser des films Netflix à Cannes, là, c'est ridicule quand même. Non, Arthur, c'est normal. Cannes reflète une idée un peu traditionnelle du cinéma. Et traditionnel, pas seulement du cinéma en tant qu'objet, mais aussi en tant que diffusion. C'est normal qu'ils voient Netflix pas du bon oeil. C'est normal, hein. C'est juste normal. Si tu demandais à un festival très récent, ça ne leur poserait pas de problème. Mais Cannes, c'est très ancien. Ça a des racines profondes dans un cinéma traditionnel, un cinéma de la pellicule, tu vois. Donc bon, le numérique, t'es un peu obligé de le faire maintenant, mais des films qui sortent jamais en salle,
ou juste pour faire voilà l'événement, on le sort sur 3 salles dans le monde. Cannes, ils ont un peu de mal avec ça. Ah oui, c'est normal, oui, c'est pas cool, oui, mais c'est normal. Enfin, me dire, moi, j'accepte tout à fait, sans même me poser la question, c'est ridicule ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une logique, en fait, par rapport à la logique de Cannes. Alors, je pense qu'il faut que je dégraisse le mammouth. Et le mammouth, c'est Damien666 qui me l'a pondu avec des questions, mais questions, je n'en vois pas le bout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son paragraphe monumental. Il a 26 questions. Question numéro 25. Le manque de visibilité en termes de vues d'anciens films est souvent des classiques que tu critiques, déception ou résignation, surtout quand on voit qu'une de tes vidéos sur Aquaman fait 104 000 vues. Je dis, pas bon, il y a une vidéo qui fait 104 000 vues, je ne savais pas. Je suis allé voir, oui. La critique en duo de Aquaman fait actuellement 104 333 vues sur mon compteur que je vois là dans le truc. Et ça, j'ai complètement lâché les statistiques et les analytics et tout ça. Puisque je m'en fous maintenant de faire des vues ou non. Moi, je fais juste mon programme, j'essaye de m'y maintenir. Et en fait, là, je suis surpris de ce score-là. Oh, mais alors j'irai voir Arthur. Attends, attendez, il faut que je lui dise immédiatement. Yes, allô? Allô, Arthur. Écoute, alors, je suis désolé, mais je vais faire court. Figure-toi, à ma grande surprise, j'ai découvert ça pendant que je lance le live là de FAQ. Notre critique en duo d'Aquaman, ça fait 104 000 vues. Sérieux? Ouais, sérieux. Non, je pense, à mon avis, les mecs, ils ont cru que c'était le film. Ah oui, parce que ça a duré? Bah, 2h04. Bon, le film fait plus long, mais l'illusion est totale, tu vois, la stratégie, elle marche. Eh ben, tu tiens un concept là. Ah oui, on va essayer de maintenir le concept. Pour toi, est-ce que Dunkerque qui fasse beaucoup de vues? Oui, mais c'est ça. Alors là, moi, je suis le premier surpris. J'ai découvert ça, là, il y a quelques minutes. Voilà. Je voulais que tu sois au courant de vive voix. Tu comprends? Eh ben, me voilà tout heureux. Oui. Le bonheur. Ça va égayer ta soirée. Tout à fait. Bah écoute, en plus de ça, pour une critique où je suis vraiment pas satisfait du résultat pour ma part, avec le son de mon micro, quoi. Bah écoute. Bah ouais, bah tant mieux. Écoute, je repars en live, je te laisse tranquille, tu pourras rêver de toutes ces vues quand tu vas dormir. Ce rêve bleu. Ce rêve bleu, en plus la miniature est bleue, voilà, exactement, ce rêve bleu. Je te souhaite bonne soirée. Ouais. Je te laisse au live. Ok, très bien. Merci. À très bientôt. Merci Arthur. Et excusez-moi, il fallait que je le fasse parce que ça c'est quand même assez extraordinaire. Donc au moins c'est Damien qui me l'a signalé dans sa question. Résignation ou déception? Non, je suis plus blasé de voir. Je considère pas que c'est de la résignation, mais je suis plutôt blasé de voir. Et en même temps, je comprends tout à fait, puisque YouTube appartient aux jeunes. Et force est de constater qu'il y a peu de jeunes qui iraient aller chercher des vieux films, ou même des films un petit peu hors circuit lourd et médiatisés par des compagnies ou des sites très très mainstream comme Allociné, tout ça. Moi, ça m'étonne pas. Ou des youtubeurs qui ne font pas un effort pour sortir de là. Ou en tout cas faire un tri, un vrai tri. Donc moi, je suis toujours un peu déçu parce que bon, voilà, on prend un peu de temps pour ça et on a envie de montrer un petit peu notre connaissance ou en tout cas une étendue, voilà, de ce qu'on peut, de films dont on peut parler, qu'on peut partager. Donc moi ça ne m'étonne pas. Bon, il y a toujours une déception, ça c'est évident. Et bon, les Aquaman, moi je l'avais dit dans des FAQ assez anciennes, comme quoi faire des Aquaman, voilà, avec des chiffres qui m'étonnent. Là je suis vraiment étonné que ça fasse. Mais il y avait des choses similaires avec genre les 10 commandements ou des choses comme ça, avec des montées incroyables, juste parce que la miniature est intéressante, que les gens cliquent dessus. Et c'est une miniature sans mon visage. Donc on peut faire des miniatures putaclic sans que ce soit le visage de la personne ou quoi que ce soit. Eh oui messieurs, il faut juste aller chercher un petit peu sur internet et c'est tout. Et j'avais dit dans des FAQ précédentes que je me sers de ces genres de gros blockbusters, et encore je fais un petit tri
parce qu'il y a vraiment des trucs, c'est de la grosse daube. Aquaman, il y avait un certain plaisir de certaines séquences que je ne peux pas nier. Et de toute façon, avec Arthur, on aime bien aller les chercher, ces films. Utiliser justement ces gens, dans un sens utilisé, mais en tout cas utiliser l'aura magnétique de ces films-là pour que les gens puissent s'abonner et peut-être découvrir du coup des films qui sont un peu hors circuit ou hors de leur du temps dans lequel nous sommes. C'est pour ça qu'il faut que je fasse régulièrement des vieux films. Et j'entends des vieux films, des films qui sont avant ma décennie de naissance, c'est-à-dire années 80, moi je suis né en 89, et bien sûr, bien avant encore, si je peux, années 50, 40, 30, années 20 pour moi c'est déjà un tout petit peu plus dur si on compte pas le cinéma allemand, et après au-delà, là ça devient un peu plus hardcore, mais c'est possible toujours, il y a toujours, il faut gratter, et il faut aussi avoir des bons guides et des bons conseils quand on veut se rentrer dans des décennies voilà, vraiment très lointaines. Et je compte justement sur ce genre de gros blockbuster pour ramener des gens qui vont après s'abonner et regarder le reste du flux vidéo. Et donc, potentiellement, le reste des vidéos. Et donc, potentiellement encore, des vidéos. Ils seront peut-être étonnés, tiens, qu'est-ce que c'est que cette miniature-là avec cette écriture, je clique, c'est un film de 1953. Alors moi je ne cache pas les dates des films. Hein. Pour moi, c'est presque... c'est tout à fait normal d'écrire la date du film, et c'est aussi un plaisir pour moi de me dire quand je regarde ma chaîne, voilà, il y a des films de 62, 55, 75, 2018, tiens c'est de l'animation japonaise, ça c'est intéressant, tiens un vieux film de 1943, où là ça a l'air d'un truc Illuminati, tiens des trucs de jeux vidéo, voilà, de montrer que sur la chaîne il peut y avoir un peu de tout et n'importe quoi, dans la mesure du possible. J'ai aussi des limites, il y a des trucs, moi je peux pas, j'ai pas les portes d'accès pour en parler, donc je voudrais pas dire de la merde dessus, donc j'esquive, voilà, j'esquive les sujets qui peuvent m'embarrasser, et après je regretterai ce que je dis, et ce serait bête. Donc voilà, pour cette question-là, pour moi ce n'est pas... mais je te dis ça... C'est à la longue, je m'en doutais bien que ça allait se passer comme ça, donc je ne tombe pas de haut, voilà, je ne suis pas déçu, vraiment déçu, je suis logiquement, blasé, voilà, logiquement blasé, c'est tout à fait approprié. Et ta deuxième question pour la rubrique chaîne. Alors attends, il faut que je retrouve mon onglet. Voilà. As-tu cerné ton public qui est abonné dans l'orientation de coups principaux? Sont-ils plus branchés au cinéma ou animé? Alors il faudrait que je parle avec la masse silencieuse. La masse silencieuse, elle reste silencieuse. Ou des gens qui ne veulent pas parler, ou qui sont très timides pour parler, ou qui ne peuvent pas parler, parce qu'ils sont sur leur portable et c'est chiant d'écrire des messages et tout ça. Donc je ne saurais pas dire si j'ai cerné mon public, mais en tout cas le plus important c'est que je ne suive pas mon public. Le plus important c'est de surtout pas suivre son public, c'est de suivre ce qu'on a envie de faire, et c'est le public qui suivra. C'est là où il y a vraiment une différence, il faut faire ce que tu veux faire et pas faire ce que les autres veulent que tu fasses. Voilà, enfin pour moi c'est une évidence même. Et puis étant donné que je gagne pas d'argent avec, moi je m'en fous. Dans l'absolu, je m'en fous des autres, entre gros guillemets. Là j'ai fait les signes à la main. Oui, parce que sinon après ça devient l'enfer. Et il y a le diktat du public. Oh là là, il essaye de faire de l'originalité. Tiens, on lui fait pas de vue, on lui fait plein de pouces vers le bas. Là, le mec il va dire je vais pas pouvoir faire ça. Alors que c'était un bon concept de base. Il y a moins de vues, alors bon, je ne le fais pas, blablabla. Et maintenant il me vient en tête quelques personnes sur internet qui font ce genre de choses, qui suivent le flux du public. Mais parce qu'ils sont enchaînés à l'argent. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué de faire autrement. Je devrais dire que certaines fois, il se trouve que voilà, je parle de films qui n'ont peut-être pas trop d'intérêt, mais je me dis probablement que moi je prendrai du plaisir à en parler et probablement ça aura un petit peu de succès parce que c'est du gros film. Alors je fais après mes petites sélections dans tous les blockbusters qui sortent sur l'année. Des fois je suis juste séduit par une bande-annonce et je vais le voir et après je me dis tiens il y a peut-être des idées
qui me plaisent et dont j'ai envie de parler. Donc, as-tu cerné ton public? Les quelques-uns qui se manifestent, hein. Damien, tu sais bien que sous mes vidéos, il y a toujours un peu les mêmes personnes, et j'en suis très content qu'il y ait des gens aussi fidèles, aussi dévoués, surtout certains depuis des années. Je pense pas, Damien, pour rebondir sur ce que tu dis sur le chat, qu'il serait plus branché animé que cinéma. Bon, sachant que moi, je regarde des animés, et je considère que je regarde des qualités exceptionnelles d'animés, enfin vraiment le haut du pavé, avec des trucs comme Dr Stone, qui est une superbe histoire d'aventure sur l'humanité qui a été transformée en pierre, et quelques individus sortent de cet état de pierre pour reconstruire l'humanité, mais à partir de rien du tout. Donc c'est assez épique ce qui se passe. L'attaque des Titans, une qualité d'écriture exceptionnelle. Alors là, Hollywood, ils peuvent aller se faire cuire des œufs parce qu'ils sont pas prêts d'arriver à la cheville de scénario de l'attaque des Titans. Récemment, il y a My Hero Academia qui est sorti pour une 4e saison, et les épisodes sont vraiment bien. Il y a une alternative aux super-héros chez les Japonais qui est vraiment très agréable à regarder, et il y a une science du build-up, de la construction du moment climatique, du climax d'un épisode de série qui est ultra efficace. Alors ça prend son temps pendant 15 minutes, mais alors les 5 dernières minutes, alors là ça envoie tout. C'est très très intense certains animés, et en tout cas je suis très sensible au récit japonais, la façon dont ils nous le construisent, pardon. Sur la chaîne on est quand même plus orienté sur le cinéma, mais après maintenant les goûts se transforment. Toi Damien, tu es d'une autre génération, donc tu n'as peut-être pas le pied dedans, mais maintenant les gens ont quand même un espèce de mix entre séries, animés, cinéma, tout est un peu mélangé, et tient avec plus ou moins d'habileté. Je saurais pas dire s'ils sont plus branchés de l'un ou de l'autre, mais moi je sais que j'essaie d'avoir un équilibre entre les deux, parce que l'animé me fait je pense que l'animé me fait un peu le même effet que des séries qu'on peut trouver sur Netflix, que des séries live. Mais je considère l'animé beaucoup plus intéressant, parce que dans l'animé t'as pas de star. Si tu dois faire mourir le héros, tu vas le faire mourir, alors que dans les séries il y a les stars, il y a les gens qui se prennent pour des stars, alors il y a des contrats, donc il faut tant et tant de plans du mec, il faut pas qu'il meure avant ça, parce qu'il est bankable, parce que ci, parce que ça. Alors que dans l'animé, c'est beaucoup plus libre. Et des fois, on construit tout un épisode sur un personnage, et à la fin de l'épisode, on le fait mourir. Voilà, ça c'est génial. Je trouve ça formidable. L'attaque des Titans au niveau du récit et de la structure superbe pour les persos, c'est vraiment la cata par contre. Ah, je ne suis pas d'accord, Silver. Il y en a quand même qui sont vraiment très bien, et ça amène justement à des moments... pourquoi je dis que le scénario fonctionne bien, qu'il est bien structuré, c'est qu'après il y a l'émotion dégagée par les personnages, de ce qu'on leur fait dire, de la gestuelle, de leur psychologie. Certains ne sont pas au niveau, on est bien d'accord, mais ça n'empêche que le tout amené par ces personnages fonctionne superbement bien. Alors c'est vrai que la 3e saison, certains héros n'étaient pas du tout mis en valeur. Il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus mis en valeur, et il y en a justement qui ont eu une fin épique. Par exemple, le héros principal, Eren, il n'est pas vraiment mis en valeur dans la saison 3. Ou en tout cas, pas autant que la saison 1. C'est évident. Mais par contre, le capitaine, comment il s'appelle, Levi, la Rivai, ça dépend entre les traductions de texte et ce qu'ils disent en Jap. Je sais pas exactement quel nom ils choisissent, mais Rivai, alors lui, il a une part très importante avec le général, là, le commandant. Alors lui, il est vraiment épique. Alors lui, c'est un personnage qui est incroyable. Mais je crois que vraiment les personnages dans l'attaque des Titans, ce sont aussi des personnages japonais, et ils ont une façon au niveau du sacrifice, au niveau de... Oui, je pense la notion de sacrifice, je l'ai revu l'épisode de ce matin de My Hero Academia, c'était aussi une notion de sacrifice.
Les héros sacrifient leur corps pour le bien de la communauté, pour le bien d'un groupe. Et ça, c'est une écriture dont on n'a pas forcément l'habitude. En tout cas, les Américains, ils en ont rien à foutre de ça. Et chez les Japonais, je trouve cette marque qui est vraiment très 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 forte et poussée, mais avec un degré qui est ultime. Enfin, la dévotion envers le groupe sur certains personnages de séries japonaises, c'est hallucinant. Les personnages manquent d'émotions complexes. Moi, je trouve au contraire que c'est assez complexe et c'est surtout pas du tout comme on pourrait l'imaginer en Europe ou aux États-Unis. C'est vraiment d'autres émotions qui sont mises en valeur et c'est là où moi je trouve que là c'est fort. Encore fort de larmes, bah oui, mais des hommes pleurer. Moi, dans les séries américaines ou européennes, moi je vois pas des hommes pleurer comme ils pleurent au Japon. Et c'est ça qui, pour moi, me fait beaucoup de bien. C'est de voir vraiment les hommes avoir des émotions ultra fortes dans le film. Et à dire clairement qu'ils ont des failles. Parce que combien de fois, c'est plutôt le boulot des femmes dans les séries américaines. Et les hommes, ils sont pas en train de dégueuler des larmes. Alors là, ça se voit. C'est magnifique dans ces films japonais. Moi, vraiment, le travail sur les hommes et la faiblesse des hommes, là, dans le dernier, encore une fois, le dernier épisode de My Hero Academia, sur Red Riot, la moitié de l'épisode, c'est sur son passé, comme quoi il n'arrive pas à vaincre sa peur d'affronter l'adversité, la menace physique et même la menace de mort. Et à la fin, tout d'un coup, il a trouvé le déclic dans son passé pour arriver devant Fats Gum, là, pour le protéger pendant que l'autre charge son poing. Enfin, il y a quelque chose de super beau. Et en plus, la mise en scène, les flashbacks, la musique, tout nous renvoie à cette notion de sacrifice. Et je pense que maintenant que j'ai vu quand même beaucoup plus d'épisodes animés, j'arrive à mieux saisir cette notion de sacrifice et cette notion de l'individu doit travailler pour le groupe. Et encore une autre série que j'ai beaucoup aimé qui en parle, c'est Kuroko's Basket. C'est un animé sur le basket et dans lequel on a des individus qui doivent arrêter de jouer en tant qu'individu mais jouer pour le groupe. Et certains sont ultra forts individuellement, mais dans le groupe, le flux, en fait, oui, littéralement le flux d'informations comme le flux de la balle circule beaucoup mieux et donc il y a toujours cette notion de groupe qui est vraiment mise à l'honneur chez les Japonais par rapport à à mettre en différence avec la somme d'individus. Par exemple, pour moi, Avengers, c'est une somme d'individus, ce n'est pas un groupe uni, qui fonctionne de façon unie. C'est une somme d'individus. Et précisément, on le voit très clairement que dans les différentes productions d'Avengers et tout ça, on a des petites scènes de groupe, enfin des petites scènes d'individus qui s'enchaînent comme ça et pas quelque chose qui fonctionne à l'unisson. Alors c'est très difficile à mettre en scène, et surtout en termes d'émotion, mais c'est là où je trouve les Japonais arrivent à faire quelque chose qui me touche, mais vraiment qui me touche, ainsi que la notion de sacrifice pour le groupe. C'est-à-dire arrêter de penser individuellement à ses petits intérêts et trouver quelque chose qui emporte et qui amène justement la société à être meilleure. Alors c'est surtout sur le détriment de notre plaisir personnel, de notre satisfaction personnelle, mais comme tu le dis Frédéric, le collectif au Japon, on le perçoit vraiment dans l'animé, tous ces animés sur les classes. Quand je vois Dr Stone, c'est aussi un individu qui est un génie, mais un véritable génie, crée en fait des machines et de la science auprès d'une communauté pour la faire évoluer avec lui. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui va vendre sa technologie ou faire quelque chose pour assouvir en fait pour soumettre le village à sa volonté.
Il voulait même pas être le chef du village, mais parce que lui, justement, il trouve ça intéressant de remonter en fait les souvenirs de la science dans un monde de pierre. Il en fait profiter tout le village. Et avant même de faire ce qu'il voulait faire en termes de technologie, ben, il en fait d'autres pour servir le village. Les ramen, la barbe à papa, le Coca-Cola pour Gen, là, le traître 8 fois du groupe. Parce que le Gen, c'est aussi quelqu'un qui est sorti de l'âge de pierre, mais lui, il avait la connaissance du passé, il avait encore des souvenirs. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est boire du Coca. Sauf que le Coca, quand il y a tout qui est détruit, bah, faut le fabriquer. Donc, avant de fabriquer certaines substances, je crois que c'était la substance médicinale, là, le remède pour guérir une petite fille, eh bien, il a fabriqué des acides et de l'eau gazeuse, et après, il a créé le Coca, au détour, pour satisfaire justement des individus, pour qu'ils fassent encore plus partie de la communauté. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment, l'anime japonais, il y a des choses dans l'anime japonais que je ne vois pas sur les productions occidentales. Et ça me fait énormément plaisir que je prenne du plaisir en voyant ces productions-là. Je suis hélas trop américanisé pour être touché par la culture japonaise, j'en ai bien conscience. Ah là là, Damien, il te faudrait en fait des animés de qualité qui puissent te permettre une ouverture, je pense, vers ça, quoi. Je pense qu'il te faudrait des animés d'ouverture, une porte d'entrée, de qualité, pour déjà te permettre d'apprécier le dessin, mais aussi après apprécier le thème et ce que ça veut narrer, la belle histoire. Moi, j'aurais peut-être quelques séries à te conseiller. Moi, je pourrais te conseiller Monster. C'est assez long, par contre. Monster, bon, c'est des épisodes de 20 minutes, mais c'est assez long, Monster. Mais c'est, pour te résumer rapidement, c'est un chirurgien japonais qui vit en Allemagne et suite à un accident, il est appelé la nuit. Alors c'est un jeune médecin japonais qui est un chirurgien, mais un génie de la chirurgie. C'est vraiment un mec qui peut soigner tout et n'importe quoi. C'est vraiment, tout le monde est impressionné par ses qualités. Et une nuit, il est appelé en urgence à l'hôpital pour soigner un enfant qui a une balle dans la tête. Il y a un trou dans le cerveau, quoi. Il y a une balle dans la tête et donc le médecin il y va. Et tout d'un coup, on lui dit aussi qu'il y a eu un accident, je sais plus où, et que la vie du maire est en danger. Donc lui, finalement, il choisit de quand même sauver l'enfant qui a une balle dans la tête. Et il se trouve qu'il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû sauver cet enfant. Et il s'ensuit une traque, une chasse à l'homme, un petit peu comme le fugitif, mais genre beaucoup plus vénère, avec un inspecteur de police, l'inspecteur Renge, qui est absolument impitoyable. Et c'est un truc qui prend de l'ampleur et de plus en plus d'ampleur auprès de ce médecin qui essaye de comprendre ce qui se passe et de savoir qui est cet enfant dont il a sauvé la vie. Il comprend pas, voilà, il veut comprendre et remettre les choses en place. C'est une superbe série. Elle est assez longue parce qu'elle narre beaucoup de choses. Et je pense que dans un environnement, en tout cas, ils ont essayé de reprendre un environnement européen. Peut-être que cet environnement européen et ce côté un peu, voilà, le fugitif, ça pourrait peut-être te faire plaisir. En tout cas, sur les premiers épisodes, tu verras tout de suite. Et sachant que la série est sortie en français. Si tu veux pas écouter du japonais, tu peux la trouver en français, Damien. Et peut-être une deuxième série, peut-être un peu plus fantastique, un petit peu plus excentrique. Je te proposais peut-être Full Metal Alchemist. Quoique j'allais dire un autre, mais l'autre ça serait peut-être un peu plus hardcore. Ça aurait été les visions des Scaflowne, mais là c'est peut-être un peu plus délicat. Le Full Metal Alchemist, alors je te conseillerais plutôt la première saison, parce que je trouve que la première saison elle va plus droit là où elle doit aller par rapport à la deuxième qui s'applique plus par rapport au manga, et la fin c'est un véritable bazar. La première saison je la trouve mieux orientée, et aussi tu la trouves assez facilement maintenant. Elle l'a daté un petit peu. C'est l'histoire de deux frères. Donc c'est dans un monde où l'alchimie est beaucoup plus acceptée, et elle est carrément presque, j'allais dire magique. Elle fonctionne un petit peu comme de la magie, c'est-à-dire que les gens créent des signes sur le sol ou sur des surfaces, et tout d'un coup il y a des choses qui se
transforment. Et du coup, ces deux frères, ils perdent leur mère. C'est des tout petits gamins. Et ils se disent que probablement, avec la chimie, on peut faire revivre les morts. Donc ils tentent de faire revivre leur mère, une nuit de tempête, mais le problème c'est que ça marche pas du tout et ils perdent quelque chose à la place, parce qu'on n'a rien sans rien en alchimie, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et du coup, eux, pour avoir tenté de faire apparaître leur mère, et ils ont eu un espèce d'amas de chair à la place, et bien il y en a un qui a perdu une jambe et un bras, et l'autre qui a perdu l'intégralité de son corps, mais qui survit grâce à celui qui est encore en vie. Il survit dans une armure grâce à des signes qui ont permis de transférer son esprit dans l'armure. Et donc ces deux frères, ils partent à l'aventure de la pierre philosophale pour retrouver leur corps. Et c'est une aventure incroyable dans un univers mais gigantesque. C'est en, je crois, 50 épisodes. Ils vont essayer de retrouver leur corps et de trouver cette pierre philosophale. Ils vont rencontrer des personnages incroyables. Et moi, bien sûr, j'étais extrêmement touché par cette série parce que j'ai un frère. Et dans la première, je tiens vraiment à dire la première série. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé la deuxième version. On pourrait vraiment appeler de ça une deuxième version qui s'appelle Brotherhood. Mais je préfère la première série parce que j'ai découvert Full Metal Alchemist avec la première. Et il y a quelque chose au niveau des deux frères qui se passe dans la première série. Certains moments qui vraiment m'ont touché énormément. Surtout il y a un moment où il y a un personnage clé de la série qui dit un truc et moi ça m'a vraiment beaucoup touché et je peux pas retirer ça de la première série et je trouve que la fin de la première série est beaucoup plus centrée sur les deux frères que la deuxième, que Brotherhood. Et pour cela, j'en veux un petit peu d'ailleurs à la deuxième série pour ça, mais tu verras avec... autant Monster est très sérieux et très terre-à-terre, réaliste, on va dire. Autant Full Metal Alchemist, FMA, si tu peux trouver en abrégé sur Internet. Full Metal Alchemist, cette série-là te montrera un peu plus des fois les délires japonais et surtout beaucoup de caractères japonais. De femmes très fortes, de femmes un peu objets, de personnages masculins aussi, des délires esthétiques aussi, avec justement la chimie qui permet de créer des choses incroyables et tout ça. Je pense que tu trouveras un espèce de pendant un peu plus foufou qui pourrait, je pense, te faire plaisir, en tout cas sur l'émotion, l'action, tension et des enjeux. Full Metal Alchemist, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et si tu arrives à accrocher avec ça, eh bien, tu me diras ce que tu en auras pensé. Tu pourras peut-être m'en parler sous les vidéos là, des films Full Metal Alchemist que j'ai évoqués justement sur la chaîne. J'en ai fait des critiques. Conqueror of Shambhala et l'autre, je sais plus quoi, l'étoile de Milos, voilà, c'est ça. Tu pourras me dire ce que tu auras peut-être, si tu as aimé, justement, si tu n'as pas aimé, qu'est-ce qui t'a repoussé, justement, peut-être pour que je puisse te proposer quelque chose d'un peu plus dans tes goûts ou dans la direction que tu souhaiterais. En tout cas, voilà, moi je te propose ces deux animés-là. Sur le chat, il y a des gens qui ont évoqué d'autres choses, la Assassination Classroom, je connais deux noms, j'ai vu quelques épisodes, c'est déjà un peu plus... là, Frédéric, tu dis Assassination Classroom, c'est déjà un peu plus fou. Alors, je sais pas à quel point Damien est prêt à accepter des choses un petit peu folles. Donc, je préférais lui proposer des choses un peu assez sérieuses, assez cadrées, que aller dans la grande folie, quoi, avec les trucs de méca et tout ça. Donc, je sais pas. Enfin, je sais, Assassination Classroom, c'est pas sur les mécas, mais c'est quand même, voilà. Le speech de départ, il est un peu fou quand même. Hein, donc, bon. Mais Sylvain me pose des questions, alors attendez, je vais l'entourer. Valérian, les vieux films ont-ils une narration, récit, mise en scène ringarde ou simplement différente? Non, je dirais qu'elle est plus épurée. Ringard, c'est un petit peu condescendant, je trouve. Non, elle est plus simple. C'est-à-dire qu'elle se base aussi sur une lecture de l'image qui est moins exigeante, parce qu'ils avaient moins d'expérience. Je suis sûr que tu connaissais la réponse, mais tu veux me tester, j'ai l'impression. Et en tout, en narration, en récit, en mise en scène. Et la société évolue aussi. Donc
Donc il y avait, là pour le coup, il s'agit d'une différence dans les rapports de personnages, la sexualité, c'est quelque chose de différent, mais autrement, à la place de ringarde, on pourrait dire simplifié, moins torturé. Après, il y a aussi en mise en scène, il y a des contraintes techniques de l'époque. Le son qui n'était pas forcément capté parfaitement, donc il y a eu des redoublages constants, dans le cinéma italien par exemple, et les caméras lourdes, des caméras qui font du bruit, certaines lumières aussi, le montage, qui ne se faisait pas devant un ordinateur tranquillement, donc les coupes n'étaient quand même un petit peu moins propres. Ringard n'est pas le mot. Différente pour les mœurs et ce qu'on voit à l'écran, oui, très bien, mais c'est sûr que c'est vieux. Les vieux films ont une narration vieille, c'est-à-dire qu'il y a une narration qui n'a pas une amplitude comme on peut voir dans certains films actuellement, où les scènes s'enchaînent mais d'une façon indécente. Les mouvements de caméra, même le récit en lui-même, des fois on a des choses très torturées aujourd'hui, à l'époque ça ne se faisait pas, parce que ça coûtait beaucoup d'argent, donc peut-être les récits avaient moins de marge de manœuvre pour faire des trucs comme Climax de Gaspard Noé. C'est compliqué de faire à l'époque quelque chose qui sort en salle qui ressemble à ce niveau-là, mais en plus là on attaque aussi sur les mœurs qui sont du coup différentes, donc non, il s'agit pour la plupart de quelque chose de daté, plutôt que ringard, daté d'une époque où on n'arrête pas de cette façon, on faisait quelque chose de plus simple, parce que les gens n'étaient pas habitués à un rythme pareil. Par exemple, pour vous donner une idée un peu extrême, aujourd'hui, on va dire quelqu'un qui est un pompier qui monte dans une maison en feu pour récupérer une personne, eh bien on ferait un montage entre la personne qui est dans la maison et qui essaye de se mettre à l'abri, et le pompier qui monte avec son échelle. Bon, très bien. Eh bien, au début du cinéma, il y avait, je sais plus comment s'appelle ce court-métrage, on avait quelqu'un qui montait l'échelle, qui prenait la personne et qui descendait. Très bien. Il y a une coupe, et après, on a la même action, mais du point de vue de l'intérieur, où c'était l'inverse. Mais il n'y avait pas de montage alterné. C'est-à-dire que les personnes avaient une première fois toute l'action d'un côté et une deuxième fois toute l'action de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est une je sais plus comment, c'est un film, hein, c'est vraiment un film où je pourrais plus vous dire le nom, mais je l'ai dans mes notes. C'est tout à fait respectable pour l'époque. Déjà d'avoir conceptualisé les deux faces d'une même scène, mais c'est juste qu'il y avait pas l'automatisme de penser que on peut monter en alternance plusieurs portions de cette scène pour les mélanger. Ensuite, Valérie, un avis sur l'influence de Scorsese sur une certaine forme de narration des films des années 90-2000, ou certains cinéastes Tarantino, Paul Thomas Anderson. Pendant un moment, je me suis dit, mais PTA, c'est qui? Oula, moi je pourrais pas te dire ça, je ne saurais pas trop te dire. Je pourrais pas parler de l'influence. Je suis désolé, mais là, je ne saurais pas par quel bout prendre. Paul Thomas Anderson et Tarantino, je ne les connais pas très bien. J'ai pas lu des masses de choses sur eux, donc je ne sais pas s'ils se revendiquent de Scorsese, à part « Oh, j'aime bien ces films !» Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'avancerai pas sur cette question. Probablement, mais après, je vois pas en quoi. Je ne saurais pas dire en quoi. C'est ça aussi ce qui m'embête, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Donc, probable, mais j'en sais pas plus. À ton avis, j'aime bien le mec qui s'appelle X-Men Avengers. Déjà, le pseudo, il fait rêver. À ton avis, est-ce que les films classiques sont chiants pour les jeunes d'aujourd'hui? Eh bien, s'ils sont pas éduqués, X-Men Avengers, rien qu'avec ton pseudo, je me dis, mais est-ce que t'as vu des films classiques? Et j'entends du classique, pas oh là, The Dark Knight, c'est un classique. Ah non, là on va sur, là on va chercher Mankiewicz, hein, on va chercher Hitchcock, on va chercher Michael Curtiz, on va chercher ces gens-là, hein, et même encore plus loin, on va chercher Murnau, on va chercher Griffiths, on va chercher Chaplin, donc voilà, on va chercher ces gens-là quand on parle de classique. On va chercher Le Grand Sommeil, on va chercher Metropolis, on va chercher Vampire, Dreyer,
la passion Jeanne d'Arc, là, selon Jeanne d'Arc. On va chercher Sacha Guitry, on va chercher Renoir, ou Marcel Carné, on va chercher ces gens-là quand on parle de classique. Et là, si les enfants ils sont pas, aiguillés et tenus par la main avec un adulte qui va leur donner l'envie de regarder, là on peut pas faire grand-chose. S'ils n'ont pas été habitués dès le départ à des choses un peu plus austères, on va dire, c'est compliqué de faire autrement. Surtout quand moi je m'imagine à chaque fois mon neveu. Mon neveu, il est pris au piège maintenant, c'est fini. On lui montre Cars. Un de ses premiers films qu'il a vu, c'est Cars. Le truc en 3D avec des couleurs de tous les côtés, ça va à 100 à l'heure avec la musique boum boum boum, ouais, genre moderne quoi. Tu peux plus lui montrer Bambi après. Ou si, il va se faire chier. Mais là, il faut que les deux personnes du couple soient d'accord. Donc le classique, si on n'est pas éduqué dès le départ à une diversité, eh bien plus on attend, plus ça va être dur. Et même moi, j'ai des fois du mal, alors que j'essaye de me faire ma diversité tout seul, quoi. Mais ça peut être vraiment, ça peut faire peur, quoi. Alors, du coup, je vais répondre à Damien et son binge watching. C'est de regarder une saison entière en une fois. C'est-à-dire en une seule fois. Bon, moi je fais pas ça, je répartis, 3 épisodes par-ci, le jour suivant 3 épisodes par-là, je fais pas un bloc entier, je regarde pas 7 heures d'affilée de contenu. Ça c'est les gens qui sont au chômage, ou qui se font des nuits blanches de façon complètement déréglée. Par contre, oui, ça arrive que moi j'enchaîne des séries, oui. Par exemple, encore un autre animé qui est génial, c'est Overlord. Overlord, c'est l'histoire... Je suis obligé de parler du scénario parce que c'est très spécial. Overlord, c'est l'histoire d'un jeune qui est une chef de guilde dans un MMORPG. C'est genre le chef d'une guilde ultra puissante, genre une guilde maléfique, dans un jeu online. Et le jeu online, il va fermer. Et il va fermer ses portes, les serveurs vont être coupés. Alors lui, il reste un petit peu dans sa guilde jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la fin des serveurs. Et à minuit, les serveurs se coupent. Sauf que lui, il reste dans le jeu. Et en fait, le serveur, pour lui, n'est pas coupé. Il continue à être dans le jeu et il comprend pas pourquoi. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a des choses très étranges qui se passent et les PNJ commencent à lui répondre. Alors que les PNJ, ils ne jouent pas. Ils ne font qu'être activés, des ordres et tout ça. Et que lui, tout d'un coup, les menus de commande, appeler les administrateurs, ça marche plus. Et il se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je suis bloqué dans le jeu. Enfin, comment ça se passe, quoi? Et tout est vu du point de vue du jeu. Donc on n'a pas le joueur qui est en train de jouer à l'extérieur et tout ça. Non, on est vraiment du point de vue du jeu. Et du coup, lui, il se dit, mais où je suis en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et il se rend compte que tout son donjon, toute sa guilde a été déplacé à un autre endroit, dans un monde qu'il ne connaît pas. La différence, c'est que lui, en tant que chef de guilde du mal, eh bien, il est au niveau maximal de ses capacités. Et là, c'est très intéressant parce qu'il doit, en tant que joueur, jouer le mal, c'est-à-dire le méchant, par rapport aux PNJ qui, eux, jouent ce pourquoi ils ont été programmés, c'est-à-dire des serviteurs du mal. Et du coup, on a un animé du côté maléfique, des méchants surpuissants. Et on se dit, mais du coup, qui pourra vaincre ces méchants surpuissants? Et ce sont les héros. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que le mal ici est extrêmement puissant dans les 3 saisons que j'ai vues. Il ne peut pas être vaincu, et se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Où est du coup l'intérêt de la série? De voir simplement quelqu'un qui fait les maléfices, mais en même temps, si un joueur comme nous, alors des fois il se dit ça c'est peut-être un peu trop méchant, donc on va peut-être faire autre chose, et il doit jouer aussi le méchant, donc il doit faire, il doit rouler des mécaniques, il doit parler avec une voix grave, vous voyez, des choses comme ça, et se prêter au jeu du roleplay, donc de jouer un jeu de rôle clairement. Et du coup, moi qui commençais un peu le jeu de rôle sur Fallout 76, donc aussi un MMORPG, eh bien je retrouvais plein de choses dans cet animé. Et finalement, cet animé, j'ai regardé les 3 saisons. Bon, c'est des saisons de 13 épisodes, c'est pas très long, mais j'ai regardé ces 3 saisons en 3 jours, quoi. Une saison par jour, quasiment. Et ça se regarde très bien en plus,
Donc, je pourrais pas considérer que c'est du binge watching parce que ce n'est pas à la chaîne. J'enchaîne pas les épisodes comme ça, comme un autiste. Surtout qu'il y a des séries japonaises qui font 74 épisodes. Ça, c'est le cas de Monster. Monster fait 74 épisodes. Tu ne peux pas faire du binge watching sur Monster. C'est pas possible. Tu fais par fragments. Surtout qu'on voit bien que dans Monster, il y a des arcs. Il y a des arcs importants de scénario qui se passent. Et là, on peut couper si on a envie tout d'un coup de faire du binge watching. Mais ça, c'est des trucs, ce sont des modes à la con qu'ont lancé les plateformes de streaming. Hein. Ça n'a aucune valeur dans l'absolu, ça. On s'en fout. Et c'est indigeste aussi. Alors les mecs doivent lutter contre le sommeil parce que oui, on a encore 5 épisodes à regarder pour terminer notre binge watching. Ah mais arrêtez, si vous avez envie de dormir, vous allez dormir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore ça, voilà, là c'est une nouvelle attitude de consommation d'audiovisuel que moi je ne comprends pas et que je n'adhère pas et que je n'accepte pas. Vraiment, je trouve ça complètement con. Voilà, si t'as envie d'arrêter, tu arrêtes, point. Peut-être pas au milieu d'un épisode, on est d'accord, mais faut pas se forcer. Ça, c'est encore une fois le binge-watching, la performance, hein, parce qu'on cherche toujours à faire des performances aujourd'hui dans notre société. Alors, c'est la performance de lecture d'audiovisuel, il faut arrêter. Oh là là. Et c'est encore une fois des trucs, des gens qui se targuent sur des Twitter. Moi, je fais un binge-watching de Mad Men ou je sais pas quoi, de n'importe quoi. Hein. Ou binge-watching Harry Potter, là, en essayant d'avoir du prestige en parlant de ça, alors que je suis sûr qu'ils ont une indigestion d'Harry Potter. Il faut un moment, il faut arrêter. Enfin, je comprends pas. Ça, c'est des trucs. Ces gens-là, si on me le propose, je dirais allez vous faire foutre. Moi, je préfère regarder un film par jour. Voilà, si je devais faire un truc sur Harry Potter, par exemple, je regarderais un film par soir. Bon, même j'aimerais même pas faire un film par soir comme ça, mais je pourrais faire un film par soir, par exemple. Oui, je suis d'accord avec toi, Frédéric. C'est sûrement influencé par des réseaux sociaux, des gens qui se croyaient malins à faire des choses comme ça. Mais des marathons, si on considère les marathons graphics, les marathons ne veulent pas forcément dire de les enchaîner. Tu peux laisser des temps de pause. Et j'entends des temps de pause, ça peut être plusieurs heures ou un jour par épisode de grand film. Tu peux te faire le mois Avengers, où tu enchaînes régulièrement, tous les jours, quelque chose ayant un lien avec Avengers. Soit un film, soit une portion de série. Et voilà, tu peux te faire un mois Avengers. C'est un beau marathon. Et ça ne te prend pas la tête. Et ça ne te prend pas ton temps de lecture aussi. Parce que alors là, en une semaine, on va faire tous les Avengers. Oui, bon, merci, au revoir. Déjà, les films de basse qualité, a posteriori. Moi, j'ai pas envie d'en faire un marathon. Hein. Les mecs qui se targuent de faire des marathons Star Wars ou tout ça, arrêtez. Perdez pas votre temps. Surtout pour des films que vous connaissez parfaitement. Alors que ces films-là, on sature d'eux-mêmes, de scènes sur YouTube et tout ça. On les connaît par cœur, ces films-là. Regardez 2 épisodes d'affilée, c'est déjà du binge-watching. Oui, enfin, on faisait ça avant même que le mot existe. Je vois pas... je considère pas ça... c'est du mini binge-watching... Quand on m'en parle comme ça du binge-watching, ça avait l'air d'être vraiment quelque chose de beaucoup plus intense que simplement 2 épisodes d'affilée. Et quand tu dis, une manière générale, c'est de ne pas respecter la temporalité de diffusion. Oui, mais si tout est diffusé en un seul bloc, ou si tu regardes une série qui a été diffusée il y a des années, et maintenant que tu trouves sur des sites, il n'y a plus de temporalité de diffusion. Donc, c'est compliqué. Le binge-watching est en fait typiquement... un terme pour les séries qui sortent là maintenant. C'est ce que tu veux dire, Floz ? Ouais, bon, c'est quand même visionner à la suite des épisodes d'une même série, pendant de plus longues périodes de temps que d'habitude. Moi, je ne considère pas l'avoir fait si une seule fois, mais c'était clairement quelque chose qui était pratiqué sans que je le sache. C'était pour une série japonaise qui s'appelle Rexephone, et finalement c'était un peu de la merde de faire ça parce que je me souvenais quasiment plus de la série après l'avoir fait. Donc pour moi c'est de la grosse daube, et c'est aussi une daube de vouloir absolument trouver des termes pour tout et n'importe quoi aussi. Ça me saoule aussi. Tout et n'importe quoi doit avoir une définition et un terme aujourd'hui. C'est très énervant. Enfin moi je considère que c'est très énervant. Abandonnons les anglicismes, je suis d'accord. C'est un peu pénible au bout d'un moment. Et surtout, on voit à quel point, à la merci de groupes qui nous créent toutes ces addictions,
Justement, tout d'un coup, le binge-watching devient voilà, tendance auprès, mais ça c'est pour nous maintenir aussi, parce qu'à la place de voir ou de revoir toutes ces séries ou ces films qu'on connaît par cœur, on n'a pas besoin de ça pour s'en souvenir ou pour avoir du plaisir ou tout ça, ben on pourrait faire autre chose. Mais ah non, non, il faut que je regarde Star Wars pendant 8 heures. Ah, d'accord. Alors que tu l'as vu 300 millions de fois, mais non, non, je vais faire du binge-watching, juste parce qu'il y a le prochain qui sort. Ouais, ouais, d'accord. Donc à la place, tu pourrais regarder un film que tu connais pas, ou sortir, ou aller voir une pièce de théâtre, ou lire un bouquin, ou t'occuper de ta femme, ou d'autres choses. Non, 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 je vais regarder Star Wars pendant 8 heures. Et après, les gens s'étonnent de ce que j'ai dit à la première partie de FAQ sur les gens. Oh mon dieu. Alexei, moi non plus, je comprends pas grand chose au binge watching, mais c'est pas quelque chose qui me touche de toute façon. Donc je considère que c'est pas mon problème, voilà. Netflix prône la surconsommation répétitive. Ah, je suis bien d'accord avec ça. Tiens, prends ça, Damien. Bam, bam contre Netflix. Oui, je sais pas si Netflix encourage ce genre de pratique. Alors, il est clair que quand on choisit une série qui a plusieurs saisons, Netflix va proposer les autres saisons en dessous. Mais je sais pas si Netflix tout d'un coup fait des événements binge-watching de telle ou telle série. Genre binge-watching Stranger Things par exemple. Je ne sais pas si Netflix encourage ce genre de pratique. Ou félicite machin sur Twitter d'avoir fait un binge-watching de je sais pas quoi sur leur plateforme. Là ce serait un peu dommage quand même. Mais bien sûr, Netflix veut continuer à générer un flux des adhérents sur ces plateformes. Donc ils ont tout intérêt à prôner en fait, à vendre les mérites de gens comme vous savez, comme les ouvriers russes que le parti met en valeur. Voilà, celui-là, il a fait du binge-watching pendant 7 heures de telle ou telle série. Alors, c'est un vaillant, c'est un brave. Lui, c'est un vrai mec, parce qu'il a fait le binge-watching. Vous voyez. Donc, moi, ça m'étonnerait même pas que Netflix fasse ça. C'est comme, par exemple, des Twitter de marques qui montrent un mec qui a toutes les marques de chaussures de la marque, ou regardez, cet homme... il collectionne toutes les poupées de Mickey depuis la première poupée en 1900 je sais pas combien. Voilà, alors, Twitter Disney envoie une photo avec le mec qui a des tonnes de poupées de Mickey. Voilà, oh là là, super. Bah oui, ils prônent clairement la consommation de produits dérivés, hein, pour le coup. Et donc ça va faire leur office. Donc moi ça m'étonnerait pas. Bon, écoutez, je vous remercie d'être passé. Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie de votre soutien, de tout. De votre fidélité, surtout certains depuis des années. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous et à bientôt.